Alors, on m'a dit de parler de la sécurité des biens et personnes. Alors, tout d'abord, je voudrais faire cette remarque, c'est qu'il existe un très beau site qui s'appelle l'internaute.com, qui se dit le numéro 1 des sites d'actualité en France. C'est un site qui fait des cartes de visite des différentes communes. Et notre carte de visite est singulière au niveau du cadre de vie, espace vert, propriété des rues, absence de pollution et niveau de sécurité. Figurez-vous que le niveau de sécurité est estimé à 2 sur 5. Et c'est particulièrement embêtant parce que c'est là où il y a le plus de votes. 16 votes. 16 votes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il peut par exemple y avoir 8 personnes qui ont dit bon, la sécurité c'est pas si mal que ça, on le met 4, et 8 autres personnes qui ne sont pas forcément, qui ne veulent pas forcément beaucoup de bien à l'équipe sortante, qui mettent 0. Et ça fait exactement 32 points divisé par 16, ça fait 2. Voilà comment on cherche, disons, à leurrer les gens. C'est bien évidemment pitoyable. Et ces arguments sont parfois repris par d'autres. Je le signale parce que vous pouvez très bien entendre ce genre de choses. Par ailleurs, j'ai entendu une tête de liste dire qu'il y avait 40% d'augmentation de la délinquance sur Grabel en 2013, et qu'on serait, cela a été dit par René Revol, le numéro 1 de la délinquance en Languedoc-Roussillon, ce qui est bien évidemment et sans fondement. Premièrement, depuis au moins la rentrée de septembre, la gendarmerie, et je l'ai demandé, est tenue de ne faire connaître aucun chiffre, puisqu'on est en période préélectorale et ensuite électorale. Donc, bien évidemment, ce chiffre est totalement inventé. Que veut dire par ailleurs un pourcentage? Imaginons qu'il y ait une année une voiture brûlée, alors que l'année précédente, il n'y avait pas de voiture brûlée. Cela fait 100% de plus. Voilà, donc je ne vais pas insister, mais je crois qu'il faut tout de même le dire, parce qu'il y a trop de choses qui circulent et qui sont totalement fallacieuses. Alors, je vais évoquer 3 choses. Tout d'abord, le dispositif de sécurité sur Grabel. Deuxièmement, la question de la vidéosurveillance. Troisièmement, la présence humaine, l'importance de la présence humaine. Premièrement, sur le dispositif de sécurité sur Grabel, il faut tout d'abord parler de notre police municipale. On a une police municipale de proximité, de très grande qualité. Cette police, en nombre, c'est un nombre qui est tout à fait satisfaisant par rapport à la moyenne qui est celle, par exemple, des communes de l'agglomération qui ont entre 5 et 10 000 habitants. La moyenne est environ de 1 policier pour 1175 habitants pour l'ensemble de ces 14 communes. Et pour Grabel, c'est de 1 pour 1090 habitants. On est donc dans la bonne moyenne, mieux que Commontéral, Le Crest, Bayard, Clapier, Saint-Jean, Pignan, Villeneuve, etc. Bon, un peu moins bien que Pérols, Saint-Georges et Juvignac. Mais vraiment dans la bonne moyenne. Mais par ailleurs, le nombre est important certes, mais ce n'est qu'un des paramètres. Ce qui importe beaucoup, c'est la configuration de la ville, ce sont les activités qui y sont. Par exemple, à Pérols, vous avez beaucoup d'activités, de commerce, etc. Donc il y a besoin probablement aussi de plus de policiers. Mais ce qui est aussi très important, ce sont les modes de fonctionnement de la police municipale. C'est la stabilité des agents, c'est l'entente au sein de l'équipe. Et sur ce terrain-là, on a tout bon. On dispose effectivement d'une équipe en tout point remarquable. Il y a un faible turnover, c'est-à-dire qu'il y a une grande stabilité des agents qui font un gros travail de terrain, qui sont présents aux entrées et aux sorties des écoles, et c'est loin d'être négligeable. Cela permet la connaissance des jeunes qui grandissent, qui deviennent adolescents, qui deviennent ensuite des jeunes, etc. Et cela, bien évidemment, est un élément extrêmement important de régulation des problèmes. Par ailleurs, ils interviennent, y compris à l'intérieur des écoles, par exemple, sur les questions de sécurité routière. Il y a aussi un contact important avec les adultes et aussi les personnes âgées, en particulier par rapport à un plan canicule qui fonctionne tout l'été. Donc, une police municipale de qualité qui suit une formation continue, un entraînement régulier. Il faut signaler qu'il y a dans l'équipe
un agent qui est formateur, qui a une qualification de formateur, qui peut former à l'extérieur, mais qui forme aussi d'une façon régulière, en interne, à Gravelle. Alors, maintenant, la police municipale n'est pas seule, elle travaille en concertation avec la gendarmerie. Il y a une convention. Alors, à ce propos, j'ai aussi entendu le même d'une équipe opposée, qui disait qu'on n'a rien fait pour la police municipale et qu'il faut mieux coordonner la police municipale et la gendarmerie. Il faut tout de même savoir qu'il existe une convention depuis 2005, qu'elle a été renouvelée à échéance en septembre 2010, avec un affinement intéressant qui a été fait en 2010. Cette convention va être renouvelée avant 2015 et ensuite la réactualisation devrait se faire à peu près tous les 3 ans pour justement être plus en phase avec les modifications à apporter. Alors, entre police municipale et la gendarmerie, il y a des missions spécifiques et complémentaires. J'avais prévu de le dire, mais on m'a dit de faire court, je passe dessus. Le premier objet de la convention, ce sont les modalités de coordination, avec des réunions en mairie, des rencontres périodiques des responsables, d'une part de la gendarmerie et d'autre part de la police municipale, à savoir Madame Stéphanie Aubag, pour déterminer quelles sont les missions, pour une bonne connaissance réciproque de tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité, la tranquillité publique, etc., avec des rapports qui sont faits aussi au procureur de la République et au préfet. Ce sont des réunions mensuelles, il y a en plus de ça des réunions extraordinaires. Par exemple, j'ai assisté une fois à la réunion précédant la fête locale, c'est quelque chose de tout à fait remarquable et impressionnant, la façon dont tout est vu de A à Z pour que les choses se passent au mieux. Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Il y a aussi des contacts réguliers entre la responsable de la PM et celui de la gendarmerie, sur les patrouilles de nuit, sur l'évolution de la délinquance, sur les plaintes, etc. Il y a une communication directe par ligne téléphonique et aussi par liaison radiophonique. Je pourrais développer, je n'ai pas le temps de le faire. Le deuxième objet de la Convention, c'est la définition des lieux et de la nature des interventions. Le troisième objet de la Convention, ce sont un ensemble d'autres dispositions, par exemple sur les réglementations du port d'armes, sur les rapports périodiques à faire sur la mise en œuvre de la Convention, aussi sur la question des patrouilles de surveillance à période de vacances scolaires, etc. Et je crois que cette question va être évoquée tout à l'heure, donc je la laisse. Bonsoir. Je suis contente d'aborder un sujet un peu plus léger, mais qui a quand même son importance. À savoir que les enfants, quand ils sont sensibilisés à des problèmes de la route, c'est souvent eux qui éduquent les parents. Depuis 2006-2007, nos enfants sont préparés aux dangers de la route par 2 policiers municipaux qui sont eux-mêmes formés par la prévention routière. Ils interviennent sur 3 niveaux. D'abord au CP, alors ils sensibilisent notamment au port de la ceinture, à l'obligation du port de la ceinture et au placement, fait que les enfants doivent se placer à l'arrière. Au CE2, ils rentrent un peu plus dans le vif du sujet avec la notion de l'enfant piéton. Les policiers utilisent un support pédagogique de sécurité routière soumis par la préfecture. Au bout de cette séance, les enfants passent un examen écrit pour obtenir le permis piéton. Alors cet examen est le plus souvent basé sur l'écoute des enfants, hein, c'est pas rébarbatif, et puis il n'y a pas de... Enfin, c'est un peu pour les enfants, c'est à ce niveau-là, c'est pas très... Bon, c'est pas difficile pour les enfants à comprendre, c'est vraiment un outil pédagogique au niveau de l'enfant. Au CM2, on les prépare au danger de la route avec la notion de l'enfant usager de la route. Les enfants bénéficient de 6 séances théoriques et de 2-3 jours de pratique pour passer le permis vélo. Alors il s'agit d'un vrai concours communal qui peut devenir départemental. À savoir que Grabel a fini il y a 2-3 ans, il était premier. Les enfants obtiennent un diplôme avec un classement par étoile selon le niveau de la réussite. Alors, la municipalité fournit les vélos et l'école est équipée d'une piste avec des panneaux de signalisation pour les mettre en pratique.
Alors le fait que cette formation soit dispensée par des policiers municipaux est très porteur, et au-delà du lien que les enfants tissent entre eux, puisque se côtoient en dehors du contexte scolaire du CP au CM2. À l'école également, on prévoit des exercices d'évacuation ou de confinement. Alors le rectorat préconise le nombre d'évacuations, il y en a 2-3 par an. Ces exercices sont obligatoires à l'école et ils sont réalisés par la police municipale. Alors la municipalité a décidé d'élargir ces exercices au centre de loisirs et aux ALAE, anciennement appelé garderie. Les risques sont évalués par les pompiers, et c'est les pompiers qui décident s'il y a confinement. Alors dans un lieu qui est proposé par la directrice et validé par les services incendie, ou évacuation. Alors c'est intéressant, depuis qu'il y a des bus à la Valsière, qui amènent les enfants à l'école, il est important que les enfants sachent descendre d'un bus au cas où il y aurait un problème. Ces exercices sont réalisés en partenariat avec l'ANATEP, alors l'Association nationale pour le transport éducatif et l'enseignement public. C'est une association qui est agréée par l'éducation nationale et la prévention routière. Il y a un exercice qui est prévu pour la rentrée 2014. Il est important de rappeler également au niveau de l'école l'importance de la formation du personnel. À savoir que quand Marie-Annick Alexandre est arrivée à la délégation aux écoles, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun employé municipal formé, qui n'avait pas de diplôme adéquat en rapport avec les enfants, ne serait-ce que le BAFA. Donc l'une de ses premières actions a été évidemment de remettre aux normes le personnel et les formations de ce personnel. Et ensuite, je voulais parler un peu de la sécurité aux abords des écoles. Donc, Bruno en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a 2 agents en permanence aux abords des écoles. Un à l'école maternelle et un à l'école primaire, qui sont là à toutes les entrées, toutes les sorties d'école. C'est deux agents qui sont prévus donc, dans les charges entre guillemets de la police municipale et qui sont là tous les jours de l'année, durant la période scolaire. Il ne peut pas y avoir plus de police proximité qu'à ce moment-là, je pense. Je voulais vous parler un petit peu de l'opération Tranquillité Vacances. Bruno tout à l'heure a parlé des voisins solidaires, mais souvent quand on arrive dans des résidences ou nouvelles, ou même quand on n'a pas de bon rapport avec ses voisins, bon, ça arrive. Il faut savoir qu'il y a donc un service rendu par la police municipale en partenariat avec la gendarmerie, l'OTV, Opération Tranquillité Vacances. Donc en fait, avant de partir en vacances, on se rapproche de la police municipale, avec laquelle on remplit un formulaire en répondant à diverses questions, à savoir si on a un jardin, si un portail, remettre les clés du portail éventuellement pour que la police puisse accéder à l'extérieur de la maison, le nombre de volets que vous avez dans la maison ou l'appartement. Tous ces renseignements sont transmis à la gendarmerie. Et tout cela afin d'accentuer en fait, les patrouilles autour de votre logement. Si vous habitez une résidence fermée, de remettre les bips un peu ou les codes d'accès pour que la police puisse y accéder. Il faut savoir aussi que pour les résidences dites piétonnes, c'est-à-dire petites piétonnes, les patrouilles se font aussi. Il ne faut pas dire la police ne passe pas parce que les voitures ne rentrent pas dans la résidence, c'est faux. La police et la gendarmerie ont les autorisations d'intervenir partout. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors pour terminer, disons, la sécurité, il faut parler de la sécurité routière, qui est un vaste sujet important. Bon, pour que celle-ci soit efficace, il y a 2 éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a le facteur matériel et le facteur humain. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ce qui a été fait durant le présent mandat. Bien sûr, la liste que je vais vous sortir n'est pas exhaustive. Donc, le facteur matériel.
La route de Montpellier a été mise aux normes avec une piste cyclable par le Conseil général. Il y a eu la réfection des rues du Château, du Perdigal, le parking de la Gerbe, rue de la Gerbe, rue des Écoles et rue du Gour. En facteur humain, si on peut parler de facteur humain, il y a le traçage pour passage pour piétons. Nous avons sécurisé les abords des écoles par la mise en sens unique de la rue Rouquayrol pour canaliser le flot des véhicules aux heures de pointe. Nous avons aussi aménagé la rue du Faubourg pour sécuriser pareillement l'accès aux écoles par un secteur 20 km/h. En cours, il y a la création d'une passerelle et d'un trottoir sécurisé entre la source de la vie et le chemin du Mas de Bateau. La conséquence de cela nous a amené à aménager et sécuriser un chemin naturel entre le chemin du Mas de Bateau et la source de la vie, pour que les enfants puissent aller à l'école en toute sécurité. En cours de réalisation, il y a les feux de la Valsière, de l'un côté, ils sont terminés fin mars. La rue du Guillery, c'est-à-dire l'école maternelle, et la passerelle Bel Air. L'étude est terminée, consultation des entreprises. Ensuite, durant le prochain mandat, si nous sommes élus, bien sûr, le facteur matériel. Il y aura la réflexion complète et la mise aux normes de la route de Montferrier, du Mas d'Armand au Mas de Piquet, sera faite par le Conseil général. Prévoir du Mas d'Armand au village un équipement piétonnier, un entretien plus fréquent des pistes cyclables est nécessaire, équipement de feux assujettis à la vitesse ou à la présence de véhicules, le rafraîchissement des passages à piétons devra être plus fréquent et mise en place de passages piétons là où le besoin se fait sentir. Création de plateaux traversants, gendarmes couchés ou coussins berlinois, pour limiter les vitesses excessives aux entrées du village. Améliorer le faible éclairage de certains quartiers ou rues de Grabel. Exemple, le chemin des Plans actuellement en réflexion où nous avons rajouté 3 luminaires. Le relamping régulier annuel pour à la fois diminuer la consommation électrique ou augmenter la qualité de l'éclairage. Le relamping, ça veut dire remplacer les lampes énergivores par des lampes à basse consommation. Le facteur humain. Prévoir un plan de réflexion des vitesses des voies secondaires et poursuivre le schéma directeur de voies douces. Projet 30 km/h au cœur du village. Il faut recréer et maintenir le pédibus qui sera mis en place sous la responsabilité d'un élu qui va le piloter pour en assurer sa pérennisation. Aménagement des feux tricolores existants ou équipements pour personnes en situation de handicap, feux rue de l'école, de Moissel, sortie du village. 1 ou 2 radars pédagogiques pourraient être installés dans des secteurs clés, cœur du village, la Valsière, pour inciter les gens à respecter la vitesse. Des contrôles inopinés par radar mobile plus fréquents pourraient être effectués par les forces de l'ordre. Il faut créer une relation plus étroite avec le comité de quartier qui pourront signaler les problèmes d'insécurité, excès de vitesse, dysfonctionnement de feu, stationnement sauvage. En conclusion, on peut dire qu'une bonne sécurité routière commence par une éducation et civique des usagers de la route et par une infrastructure adaptée. Bon, merci beaucoup pour ce travail de présentation. Donc maintenant, nous passons à la phase de discussion. Nous avions tenu à vous faire un petit panorama des différents aspects de la sécurité au niveau d'une commune, de notre commune. Et naturellement, tous ces aspects sont importants. On a un peu laissé quelques-uns dans l'ombre volontairement pour ne pas occuper trop de temps. Voilà, et maintenant, c'est à vous la parole. Quand on a proposé ces ralentisseurs, il faut savoir que sur la route principale, si sur les routes secondaires, les rues secondaires qui débouchent sur la rue principale, nous pouvons intervenir librement et installer des dispositifs communaux sans demander l'autorisation à personne, sur la rue principale, nous sommes obligés d'avoir l'accord formel du Conseil général qui est propriétaire de la RD 127 et qui en a la gestion. Donc par exemple, actuellement, nous installons un plateau traversant au niveau de l'EHPAD. À mesure que c'est tout à fait fondamental. Vous savez, quand vous sortez de l'EHPAD ou du Castel des Anges, vous risquez d'écraser tous les cyclistes qui passent et vous risquez même d'avoir un problème.
Donc on va essayer de régler cette difficulté, mais ce plateau traversant était absolument une nécessité. Eh bien, on n'a pu l'implanter que parce qu'il y avait un accord du Conseil général. D'accord ? Sinon, on n'aurait pas pu l'implanter. On a fait partager le coût par les différents opérateurs qui étaient autour avec nous. Voilà. Donc là, c'est pareil. Quand on s'est retrouvé sur Jean Moulin, à la suite de votre démarche, on a demandé au Conseil général si on pouvait, avant le rond-point, avant l'entrée dans le rond-point, installer un ralentisseur. Donc pour le moment, ils nous ont répondu négativement. Donc, on a été un peu coincé par cette réponse négative et il va falloir qu'on établisse un système qui permette d'organiser ce ralentissement avant l'entrée sur ce rond-point de Jean Moulin, qui d'ailleurs, tel qu'il a été, mais ça c'est pas de notre responsabilité, tel qu'il a été calibré, fait que lorsqu'on arrive sur ce rond-point, eh bien on n'a pas le centimètre dans un rond-point, donc ce qui fait que les gens continuent toujours avec la même vitesse. Et donc c'est vraiment ça la difficulté. Donc j'espère qu'on va arriver à les convaincre là pour obtenir ce ralentissement. Voilà. D'autres interventions, je ne vais pas vous connaître l'histoire, pas le revenir. Ce pont a été fait par le Conseil général au moment où celui-ci était en train de s'effondrer, c'est-à-dire en 2009, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et il l'a donc refait juste après que le Tour de France soit passé dessus. Voilà, tout le monde s'en souvient. Et lorsque le Conseil général est arrivé, exactement au mois d'avril, ils nous ont dit on va fermer le pont. Et je dis vous êtes fous, il y a 400 personnes qui sont derrière ce pont, ils vont passer par où pour venir à Gravelle. Avant de fermer le pont, parce qu'il est en train de tomber. Donc on a dit on va essayer de le garder, et je prends la responsabilité de le garder pendant 4 mois, puis après vous le travaillez. Il faut bien savoir que le pont était un ouvrage qui était menacé de ruine. Pas l'oublier. Ça signifie que le Conseil général et les communes précédentes, les municipalités précédentes, ne s'étaient pas, disons, n'avaient pas pris la mesure de l'effondrement de ce pont. C'est la première chose, il ne faut jamais oublier. Le pont a failli disparaître purement et simplement, et vous avec, peut-être, en étant dessus, entre 2009 et 2009. Donc, ça a été en urgence. Le Conseil général n'a pas voulu déroger à sa règle, qui consiste à avoir une seule voie pour pouvoir limiter l'arrivée de circulation sur la route de Bel-Air, qui ne devrait être en aucun cas une route de transit, alors qu'elle est une route de transit, puisque 80% de ceux qui passent le pont ne viennent pas de Gravelle après la mesure qu'on a fait au sol. Donc ça, c'est à savoir. Ils ont pris cette décision. Nous avons obtenu le fait qu'ils fassent un encorbellement pour pouvoir laisser passer les piétons, les cyclistes de manière protégée. La chaussée, contrairement à l'impression physique que tout le monde a eue, moi le premier, n'a pas été rétrécie, c'est simplement les bordures qui ont été surélevées, qui donnent le sentiment que ça a été rétréci et qui fait que vos pare-chocs, qui avant ne touchaient pas le pont, peuvent le toucher maintenant puisque les bordures ont été relevées. Donc c'est une réalisation très discutable. Je la partage, moi, elle est très discutable. Voilà. Nous avons pu obtenir que, donc avant que le pont passe à 2 voies, on peut se lever matin, avec le Conseil général, c'est pas la peine de prendre des choses qui se produiront jamais. Voilà. Donc je ne le produis pas. Par contre, donc, je ne promets pas ça parce que c'est pas de l'eau et puis on est coincé au niveau du Conseil général à ce niveau-là. Donc quels que soient les rapports avec M. Vézinet ou pas M. Vézinet, à ce sujet, le problème ne se pose pas. 97% des dépenses du Conseil général sont des dépenses contraintes. Il y en a 3% qui sont à la discrétion du Conseil général. Très différent d'autres institutions, heureusement, ça signifie qu'il y a des règles qui font que ces dépenses ont lieu, ce n'est pas la simple bonne volonté d'un élu. Donc par exemple, la priorité pour nous avec le Conseil général, c'est qu'il réalise la route de Montferrier dans l'immédiat, puisqu'elle est budgétée, puisque les terrains sont en train d'être achetés, que le juge des expropriations est passé et a fixé le prix depuis le mois de novembre, eh bien, les terrains sont en train d'être achetés, et si le Conseil général arrive à le mettre en place, elle doit relancer un marché d'entreprise, que les prix ont changé depuis 2011, et donc elle devrait le faire au cours de l'été, et on peut s'attendre à ce que les travaux aient lieu à partir de la fin de l'année, ils vont durer 6 mois. Voilà, ça c'est une priorité parce que c'était prévu et acté, maintenant il faut que ça se fasse. Au niveau du pont, pour revenir sur le pont, nous avons pris la responsabilité de leur demander à ce moment-là de mettre des fourreaux à l'intérieur du béton pendant qu'ils le faisaient, pour que nous puissions installer, si le besoin s'en faisait sentir, des feux de croisement. Non pas des feux idiots ou même mais des feux intelligents en fonction des heures de flux dans un sens et dans l'autre. Et donc, les fourreaux existent. Donc l'engagement, parce qu'un engagement doit pouvoir être réalisé, l'engagement que nous prenons, nous, au niveau du pont, c'est de faire que dans les 2 années qui viennent, parce que, voilà, le feu qui est installé ici, hein, c'est près de 80 000 €. Hein.
d'accord, qui est là, qui est en train de se faire, là, juste à côté. Donc c'est des dépenses qu'il faut planifier. Donc dans les 2 années qui viennent, nous envisageons d'installer un feu sur le pont avec, disons, une programmation intelligente de ce feu pour faire que les sens de passage soient privilégiés en fonction des flux dominants qui sont parfaitement d'ailleurs mesurés et mesurables. Voilà. Donc on a un peu amélioré les choses de manière extrêmement simple et pas chère qui consistait à donner la priorité aux gens qui venaient de Bel Air sur ceux de Saint-Gély, tout simplement parce que le flux qui venait de Bel Air était 4 fois plus important que celui qui venait de Saint-Gély. Ça a un peu fluidifié, pas suffisamment. Je pense qu'il va falloir qu'on passe à l'installation de ces feux. Voilà ce qu'on peut faire sur le pont Bel Air. Jean de Bel Air.